Il est un livre qui ne figure dans aucune bibliothèque. Il n'a ni ISBN, ni date d'édition, ni nom d'éditeur. Pourtant, il existe. Il a toujours existé. Ces pages ne sont pas de papier, mais de silence. Ces mots ne sont pas imprimés, mais inscrits dans la chair même de ceux qui osent le lire. Ce livre, c'est le vôtre, et il s'ouvre chaque nuit, dans l'obscurité de votre âme, à l'endroit précis où vous avez enfoui ce que vous n'avez jamais voulu voir. Ce manuscrit, découvert dans les archives scellées d'une abbaye oubliée des Alpes, ne porte ni date ni signature. Son parchemin est d'une texture inconnue, sa reliure semble faite d'une écorce qui n'appartient à aucun arbre répertorié. Les spécialistes s'accordent. Ce livre n'a pas été écrit par une main humaine ordinaire. Il aurait été dicté, dit la légende, par une voix qui monte des profondeurs de l'être, cette voix que nous passons notre vie à étouffer. L'auteur se fait appeler le scribe de l'ombre. Ici, dans Puissants livres oubliés, nous ne vous apportons pas des lectures ordinaires. Nous déterrons ce que les bibliothèques officielles ont laissé pourrir dans leur sous-sol. Chaque livre que nous portons à la lumière est une porte. Celle-ci mène à vous, à ce que vous avez fui. Bienvenue dans le dialogue le plus dangereux et le plus sacré qui soit, le dialogue avec votre ombre. L'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre origine, votre réserve, votre complétude. Ce que vous appelez votre lumière n'est qu'une fine pellicule à la surface de votre être. En dessous, il y a une immensité que vous avez appris à redouter. On vous a enseigné très tôt à distinguer le bien du mal, le beau du laid, l'acceptable du répréhensible. Et vous avez, comme tout être civilisé, enfoui la seconde moitié de votre âme dans les caves de votre psyché. Vous avez emmuré vos colères les plus justes, vos désirs les plus purs, votre puissance la plus naturelle. Vous avez mis sous clé votre sauvagerie sacrée, votre vulnérabilité trop honteuse, votre génie trop dérangeant. Et vous avez appelé ce que vous avez enterré l'ombre. Mais l'ombre n'est pas le mal. L'ombre est tout ce que vous avez refusé d'être pour survivre dans un monde qui n'aimait que vos moitiés. Elle est le miroir de votre lumière, sa condition, sa force. Sans ombre, la lumière n'a ni profondeur, ni densité, ni réalité. Vous passez votre vie à craindre ce qui monte du sous-sol, sans comprendre que ce qui frappe à la porte de vos rêves, c'est votre propre âme qui réclame son droit à l'existence totale. Ce livre ancien que nous ouvrons ensemble est un manuel de réconciliation. Il ne vous apprendra pas à chasser votre ombre, mais à lui parler, à l'écouter, à négocier avec elle. Car l'ombre, quand elle est ignorée, devient démon. Quand elle est combattue, elle devient poison. Mais quand elle est écoutée, elle devient guide. Quand elle est accueillie, elle devient force. Et quand elle est aimée, elle devient lumière. Les pages qui suivent sont une invitation à descendre dans vos propres cryptes, à déverrouiller les portes que vous avez scellées de vos propres mains, à rencontrer, face à face, dans la pénombre sacrée de votre être, ces figures que vous avez appelées monstres et qui n'attendent peut-être qu'un regard pour se révéler ce qu'elles ont toujours été. Des messagers. Ce que tu as fui toute ta vie te cherche. Ce soir, cesse de courir, assieds-toi et laisse-le parler. Le miroir brisé. Il n'y a pas toujours eu deux en vous. Il fut un temps au commencement de votre existence où vous étiez un. Un seul souffle, un seul désir, une seule pulsation. L'enfant ne connaît pas encore la séparation. Il rit quand il a envie de rire, pleure quand la tristesse monte, tend la main vers ce qui l'attire, se retire de ce qui le blesse. Il ne se demande pas si sa colère est juste ou si sa joie est inconvenante. Il ne calcule pas, il ne pèse pas, il est. Cette unité originelle, nous l'appelons parfois l'innocence, parfois la sauvagerie sacrée,
parfois simplement la vérité de l'être avant qu'on ne lui apprenne à mentir. Mais cette unité ne dure jamais très longtemps. Très tôt, le miroir se brise. Très tôt, l'enfant apprend que certaines parties de lui sont les bienvenues et que d'autres sont à cacher, à taire, à enfouir. Très tôt, il reçoit le premier coup de ciseau qui sépare son être en deux, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est aimable et ce qui est condamnable, ce qui sera montré au monde et ce qui devra rester dans l'obscurité. C'est ainsi que naît l'ombre, non pas comme une fatalité, mais comme une stratégie de survie. L'enfant ne choisit pas de se couper en deux. Il est coupé par le regard des parents, par les attentes de sa tribu, par les commandements silencieux de sa culture. On lui dit « Sois sage », et il comprend qu'il doit enterrer son désordre vital. On lui dit « Sois gentil », et il comprend que sa colère, même juste, doit être étouffée. On lui dit « Sois fort », et il comprend que sa vulnérabilité, même naturelle, est une honte. On lui dit « Sois propre », et il comprend que son corps, ses pulsions, ses odeurs sont à réprimer. À chaque injonction, un geste. À chaque geste, un renoncement. À chaque renoncement, un morceau de lui-même glisse dans les caves de son être, là où la lumière ne pénètre pas. L'enfant ne sait pas qu'il construit sa prison. Il croit simplement qu'il apprend à être aimé. Il croit qu'en devenant ce qu'on attend de lui, il gagnera le droit d'exister. Il ne sait pas que le prix de cette existence approuvée est l'exil de tout ce qui, en lui, palpite sans permission. Ce processus de fragmentation n'est jamais neutre. Il est marqué par les visages particuliers de ceux qui nous ont élevés. Le parent qui n'a jamais pu tolérer l'émotion forte, qui se retirait ou s'énervait devant les larmes de l'enfant, enseigne que la tristesse est une faute. L'enfant apprendra à sourire quand il a mal, à faire le clown quand il voudrait hurler, à devenir ce petit adulte rassurant qui ne dérange pas. Il enfouira ses chagrins si profondément que, des années plus tard, ils ne trouveront à s'exprimer que par des maux de dos, des insomnies, ou des éclats de larmes incontrôlables qu'il ne saura même pas relier à l'enfant qui n'a jamais eu le droit de pleurer. Le parent qui n'a jamais pu tolérer l'affirmation de soi, qui s'est senti menacé par la puissance naissante de l'enfant, enseigne que la colère est un péché, que le désir est une transgression, que le non est une insolence. L'enfant apprendra à se plier, à dire oui quand il pense non, à s'effacer quand il voudrait grandir. Il enfouira sa force vitale si profondément qu'elle ne se manifestera plus que par des explosions soudaines qu'il regrette aussitôt, ou par cette fatigue chronique qui signale l'épuisement d'avoir toujours à porter ce qui n'a jamais pu s'exprimer. Le parent qui n'a jamais pu tolérer la singularité de l'enfant, qui avait déjà dessiné le chemin qu'il devait suivre, la profession qu'il devait embrasser, la personne qu'il devait devenir, enseigne que le génie personnel est une déviation. L'enfant apprendra à étouffer ses curiosités les plus vives, à dédaigner ses intuitions les plus justes, à courir après les rêves qui ne sont pas les siens. Il enfouira sa vocation si profondément qu'elle ne se rappellera à lui que par des songes troublants, des regrets vagues ou ce sentiment diffus d'être passé à côté de sa vie. Mais au-delà du cercle familial, il y a la tribu, la culture, la religion, la société tout entière avec ses 1000 exigences. Chaque époque, chaque civilisation, chaque groupe social a sa propre liste de ce qui est digne et de ce qui est indigne, de ce qui est sacré et de ce qui est profane, de ce qui est humain et de ce qui est bestial. Et l'enfant, l'adolescent, l'adulte intègre ces listes comme s'il s'agissait de lois naturelles. Il apprend que son corps est un lieu de péché ou une machine à cacher. Il apprend que sa sexualité est une force à maîtriser ou à nier ou à performer selon des scripts qui ne viennent pas de lui. Il apprend que son intelligence doit s'exercer dans certains domaines et pas dans d'autres. Il apprend que sa sensibilité est une faiblesse si elle est trop exposée. Il apprend que sa puissance
est une menace si elle est trop déployée. Et chaque apprentissage est une amputation. Chaque règle intériorisée est un nouveau mur dans la cave où s'entasse tout ce que l'enfant a été avant d'apprendre à se conformer. Le prix de cette fragmentation est immense. Le premier prix, c'est l'épuisement. Être un être coupé en deux, c'est dépenser une énergie folle à maintenir la séparation. C'est surveiller en permanence ce qui monte du sous-sol pour le refouler aussitôt. C'est porter un masque sans jamais pouvoir l'enlever. C'est jouer un rôle écrit par d'autres, en espérant qu'un jour on nous donnera enfin la permission d'être nous-mêmes. Le deuxième prix, c'est l'aliénation. Nous devenons étrangers à nous-mêmes. Nous ne reconnaissons plus nos propres désirs, nos propres peurs, nos propres forces. Nous vivons comme des locataires dans une maison qui ne nous appartient pas, payant un loyer de souffrance pour le droit d'occuper des pièces que nous n'avons pas choisies. Le troisième prix, c'est la répétition. Ce que nous avons enfoui ne reste pas en place. Il travaille, il fait pression, il cherche à remonter. Et il remonte, toujours, de travers. La colère étouffée devient rage qui explose au mauvais moment ou se retourne contre soi en dépression. La sensualité niée devient addiction ou frigidité. Le génie réprimé devient jalousie devant la réussite des autres, ou cynisme qui dénigre ce qu'on n'a pas osé accomplir. L'ombre, quand on la chasse par la porte, revient par la fenêtre. Et elle ne revient jamais sous sa forme originelle, jamais avec sa fraîcheur, jamais avec son message. Elle revient déformée, envenimée, monstrueuse, et nous disons alors, voyez comme l'ombre est dangereuse. Il faut continuer à la combattre, sans comprendre que c'est notre combat qui la rend dangereuse. Nous avons appelé ombre ce que nous avons enfoui, et nous avons appris à la craindre. Mais ce que nous appelons ombre n'est que notre propre visage défiguré par l'exil. L'enfant qui a appris à taire sa colère n'est pas devenu paisible. Il est devenu un adulte qui ne sait pas poser ses limites. L'adolescent qui a appris à cacher sa sensualité n'est pas devenu pur. Il est devenu un adulte qui ne sait pas goûter la vie. La jeune fille qui a appris à étouffer son ambition n'est pas devenue humble. Elle est devenue une femme qui ne sait pas revendiquer sa place. Ce que nous avons mis sous clé n'a pas disparu. Il a vieilli dans le noir, il a attendu, il a espéré. Et parfois, très tard dans la vie, il frappe encore. Il frappe aux portes de nos rêves, de nos symptômes, de nos moments de solitude. Il frappe et il demande « Quand pourrai-je enfin vivre? Quand pourras-tu cesser d'avoir peur de moi? Quand te souviendras-tu que je ne suis pas un monstre, mais une partie de toi que tu as abandonnée? » La naissance de l'ombre n'est donc pas une chute, une erreur du destin, une tâche originelle. C'est un acte de survie. C'est le prix payé pour rester aimable, pour rester vivable, pour rester dans le troupeau. C'est une adaptation nécessaire à un monde qui ne peut supporter l'être dans sa totalité. Mais cette adaptation, si elle a permis à l'enfant de traverser l'enfance, devient une prison pour l'adulte. Ce qui fut une protection devient une limitation. Ce qui fut une stratégie devient un destin. Et l'adulte continue, des décennies durant, à porter les fardeaux de l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être. Il continue à taire ses colères, à cacher ses vulnérabilités, à étouffer ses désirs, à suivre des chemins qu'il n'a pas choisis. Il continue à croire que s'il est assez sage, assez gentil, assez performant, assez conforme, il recevra enfin l'amour qu'il attend depuis toujours. Mais cet amour ne vient pas, parce que l'amour ne se donne pas à des masques. L'amour se donne à des visages, et le sien, depuis si longtemps, il l'a rangé dans la cave avec tout le reste. Le miroir s'est brisé très tôt, et depuis, nous vivons avec ces fragments. Nous nous regardons dans l'un et nous croyons que c'est nous. Nous regardons les autres dans un autre et nous les croyons entiers. Nous avons oublié ce que c'est que d'être un. Nous avons oublié cette unité originelle où tout était permis,
où tout était possible, où tout était vivant. Nous avons oublié l'enfant qui n'avait pas encore appris à mentir. Et c'est cet enfant qui vit dans la cave. C'est lui qui frappe aux portes de nos nuits. C'est lui qui pleure dans nos maladies. C'est lui qui crie dans nos rages inexplicables. C'est lui qui attend depuis si longtemps que nous cessions d'avoir peur et que nous descendions enfin le chercher. Le chemin de la totalité n'est pas un chemin vers l'ailleurs. C'est un chemin vers le sous-sol, c'est un retour vers ce qui a été enfoui. C'est une réconciliation avec l'enfant que nous avons abandonné pour devenir adulte. Et cet enfant ne demande pas grand-chose. Il demande simplement qu'on le regarde, qu'on l'écoute, qu'on reconnaisse qu'il a toujours été là, fidèle, patient, attendant son heure. Il demande qu'on cesse de l'appeler ombre et qu'on l'appelle par son nom, par votre nom. Les figures de la nuit. L'ombre ne se présente jamais à nous sous une forme neutre. Elle porte des visages que nous reconnaissons souvent sans vouloir les reconnaître. Ce sont des figures archétypales, des masques vivants qui habitent nos rêves, nos projections, nos réactions excessives, nos attirances et nos répulsions inexpliquées. Elles sont les messagers de ce que nous avons enfoui. Et elles ne parlent pas le langage clair de la raison. Elles parlent le langage des images, des émotions, des scénarios répétés. Pour engager un véritable dialogue avec l'ombre, il nous faut d'abord apprendre à reconnaître ces figures, les nommer, comprendre ce qu'elles incarnent, ce qu'elles défendent, ce qu'elles nous demandent. Car derrière chaque masque, il y a une part de nous qui attend d'être réintégrée. Et derrière chaque figure que nous projetons sur les autres, il y a un miroir que nous refusons de regarder. La première figure, la plus bruyante et souvent la plus redoutée, est celle du tyran. Dans nos rêves, il apparaît sous les traits d'un agresseur qui nous poursuit, d'un juge impitoyable qui nous condamne, d'un parent autoritaire qui nous humilie. Dans notre vie éveillée, nous le reconnaissons à notre réaction face à l'autorité. Nous pouvons soit nous soumettre avec une docilité excessive, soit nous révolter avec une violence disproportionnée. Le tyran intérieur est la part de nous qui a intériorisé toutes les voix qui nous ont dit ce que nous devions être, ce que nous n'avions pas le droit d'être, ce qui était attendu de nous. Il est le gardien des règles non écrites, le censeur impitoyable, le procureur qui nous juge pour nos moindres écarts. Ce que nous refusons de voir, c'est que ce tyran n'est pas venu de nulle part. Il est l'héritier de ceux qui, dans notre enfance, ont exercé sur nous un pouvoir sans consentement. Il est l'ombre de notre propre puissance non assumée. Car le tyran que nous craignons chez les autres, ou que nous devenons parfois quand nous nous sentons menacés, est aussi la figure de notre propre autorité refoulée. Nous avons tellement peur d'être comme ceux qui nous ont dominés que nous avons enterré notre propre capacité à dire non, à poser des limites, à occuper notre place. Et cette puissance vitale, ne trouvant pas d'expression saine, se déforme en tyrannie intérieure ou en soumission extérieure. Réintégrer le tyran, ce n'est pas devenir un dominateur. C'est retrouver la force de s'affirmer sans écraser, de dire non sans culpabilité, de tenir sa place sans en expulser les autres. C'est apprendre que l'autorité juste n'est pas une violence, mais un ancrage. La seconde figure, son double inversé, est celle de la victime. Dans nos rêves, elle apparaît sous les traits d'un être persécuté, impuissant, que nous cherchons à secourir ou que nous méprisons pour sa faiblesse. Dans la vie, nous la reconnaissons à notre tendance à nous plaindre, à nous sentir incompris, à imputer nos difficultés aux circonstances ou aux autres. La victime intérieure est la part de nous qui a été réellement blessée, maltraitée, ignorée. Elle porte la mémoire de nos vulnérabilités les plus anciennes. Mais elle porte aussi le poison d'une plainte qui se nourrit d'elle-même, d'une impuissance qui a fini par devenir une identité.
Ce que nous refusons de voir dans la figure de la victime, c'est que nous avons parfois appris à tirer un pouvoir de notre faiblesse. Être victime, c'est avoir une légitimité. C'est pouvoir dire « je souffre, donc j'existe »,« je suis blessé, donc on me doit ». Et cette position si confortable à certains égards nous maintient dans l'enfance. Elle nous empêche de nous lever, de reprendre notre pouvoir, de devenir les acteurs de notre propre vie. Réintégrer la victime, ce n'est pas nier nos blessures. C'est cesser de s'y identifier. C'est reconnaître que la souffrance passée ne nous définit pas, que nous ne sommes pas condamnés à répéter le rôle de l'opprimé. C'est transformer la plainte en force, la passivité en action, l'attente en initiative. La troisième figure, plus séduisante mais non moins piégeuse, est celle du séducteur. Dans les rêves, il apparaît comme une figure magnétique, irrésistible, parfois dangereuse, qui nous attire dans des jeux d'illusion et de manipulation. Dans la vie, nous le reconnaissons à notre besoin de plaire, de charmer, de contrôler l'image que nous renvoyons aux autres. Le séducteur intérieur est la part de nous qui a appris très tôt que l'amour ne se gagne pas par ce que l'on est, mais par ce que l'on donne à voir. Il est l'artisan du masque, le stratège de l'apparence, le marchand d'illusions. Ce que nous refusons de voir, c'est que derrière ce besoin de séduire se cache souvent une peur profonde de ne pas être aimable tel que nous sommes. Le séducteur est un enfant qui mendie l'approbation, qui calcule ses gestes, qui ajuste son discours, qui ne se montre jamais nu. Il est l'ombre de notre désir d'authenticité. Car plus nous jouons la comédie, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Et plus nous nous éloignons, plus nous avons besoin de jouer pour être aimés. Le cercle se referme. Réintégrer le séducteur, ce n'est pas renoncer à plaire. C'est apprendre à plaire en étant vrai. C'est découvrir que notre présence réelle, sans phare, est déjà assez magnétique. C'est cesser d'acheter l'amour au prix de notre propre disparition. C'est laisser tomber le masque et découvrir que le visage en dessous n'a jamais eu besoin de séduire pour être aimé. La quatrième figure est la plus insidieuse, celle du traître. Dans les rêves, il apparaît comme celui en qui nous avions confiance et qui nous abandonne au moment crucial, ou comme cette part de nous qui nous pousse à saboter nos propres succès. Dans la vie, nous le reconnaissons à notre tendance à ne pas tenir nos promesses, à nous échapper quand l'engagement devient réel, à tout quitter au moment où nous allions réussir. Le traître intérieur est la part de nous qui a appris que la fidélité est dangereuse, que s'attacher, c'est risquer d'être déçu, que réussir, c'est s'exposer à la jalousie ou à l'attente des autres. Il est l'héritier des trahisons que nous avons subies, mais aussi des désirs que nous avons dû trahir pour rester dans le rang. Ce que nous refusons de voir, c'est que nous avons souvent appris à trahir nos propres aspirations avant même de les formuler. Nous avons désappris à vouloir. Nous avons désappris à persévérer. Nous avons fait de l'échec une habitude, de l'abandon une protection. Le traître est l'ombre de notre loyauté fondamentale. Il est la peur de s'engager qui nous protège de la peur d'être abandonné. Mais en fuyant l'engagement, nous fuyons aussi la vie. Réintégrer le traître, c'est reconnaître que la loyauté envers soi-même est la seule qui compte vraiment. C'est apprendre à tenir ses promesses, d'abord à soi-même. C'est découvrir que la fidélité ne nous enferme pas, elle nous ancre. C'est oser dire oui et oser y rester. La cinquième figure est peut-être la plus douloureuse, celle de l'enfant abandonné. Dans les rêves, il apparaît comme un enfant perdu, pleurant dans un lieu vide, ou comme une présence silencieuse dans les coins sombres de la maison onirique. Dans la vie, nous le reconnaissons à notre peur panique de la solitude, à notre besoin compulsif d'être rassuré, à notre difficulté à être seul sans nous sentir immédiatement rejetés. L'enfant abandonné intérieur est la part de nous qui a connu la séparation, l'absence, le vide. Il porte la mémoire de nos premiers abandons, de ces moments
où celui dont nous dépendions n'était pas là, ou était là sans être présent. Il est l'ombre de notre capacité à être seuls. Car nous avons tellement peur de retrouver ce vide que nous nous accrochons à tout, à tous, à n'importe quoi, pour ne pas y retomber. Ce que nous refusons de voir, c'est que l'enfant abandonné a grandi. Il n'est plus cet enfant dépendant qui ne peut survivre sans l'autre. Mais nous continuons à le traiter comme tel. Nous continuons à fuir la solitude comme s'il allait en mourir. Et dans cette fuite, nous sacrifions notre liberté, notre intégrité, notre capacité à choisir. Réintégrer l'enfant abandonné, ce n'est pas nier sa douleur. C'est lui dire « Je suis là maintenant, je ne te laisserai plus ». C'est apprendre à être seul sans être vide. C'est découvrir que la solitude n'est pas l'abandon, mais la condition de toute rencontre véritable. C'est devenir cet adulte qui peut tenir la main de l'enfant en lui sans trembler et lui montrer que le monde, désormais, ne s'effondre plus quand on est seul. Ces 5 figures, le tyran, la victime, le séducteur, le traître, l'enfant abandonné, ne sont pas des rôles que nous jouons ou des défauts à éliminer. Ce sont des forces vives, des mémoires incarnées, des parts de nous qui ont été blessées et qui, dans leurs blessures, ont pris des formes de défense extrêmes. Elles sont apparues pour nous protéger, pour nous permettre de traverser des épreuves que nous n'aurions pas pu affronter autrement. Mais aujourd'hui, ces protections sont devenues des prisons. Aujourd'hui, ces figures qui nous gardaient nous gardent prisonniers. Le travail de l'ombre n'est pas de tuer ces figures, mais de les désarmer, de leur rendre leur énergie originelle sans la déformation de la peur. Le tyran peut redevenir une force d'affirmation juste. La victime peut redevenir une sensibilité capable d'empathie sans complaisance. Le séducteur peut redevenir une présence authentique qui attire sans manipuler. Le traître peut redevenir une liberté de mouvement qui n'est pas fuite, mais choix. L'enfant abandonné peut redevenir une capacité profonde à être seul sans être vide, à aimer sans s'accrocher. Ces figures se montrent dans nos rêves, dans nos projections, dans nos réactions les plus intempestives. Quand nous sommes submergés par une colère qui ne nous ressemble pas, c'est le tyran qui parle. Quand nous nous plaignons sans agir, c'est la victime. Quand nous jouons un rôle pour plaire, c'est le séducteur. Quand nous sabotons notre réussite, c'est le traître. Quand nous paniquons à l'idée d'être seul, c'est l'enfant abandonné. Apprendre à les reconnaître, c'est déjà commencer à les désarmer. Car ce que nous nommons, nous ne le subissons plus. Ce que nous identifions, nous ne le projetons plus inconsciemment sur les autres. Et ce que nous accueillons en nous cesse de nous gouverner depuis l'ombre. Le chemin de l'intégration commence par cette cartographie. Il nous demande de regarder ces figures en face, de leur demander leur nom, de les écouter raconter leur histoire, et de leur dire, peut-être pour la première fois, « Je te vois, tu fais partie de moi. Je ne te rejette plus. » Le langage des profondeurs. L'ombre ne crie pas, elle murmure. Elle ne frappe pas à votre porte en annonçant son nom. Elle se glisse dans les interstices de votre vie, laissant des indices que vous apprenez très tôt à ignorer. Car l'ombre sait que vous ne l'écoutez pas. Elle sait que vous avez passé des années à lui tourner le dos, à couvrir ses appels du bruit de vos occupations, à noyer ses messages dans le flot de vos pensées. Alors, elle a dû apprendre à parler autrement. Elle parle parce que vous ne voulez pas voir, parce que vous ne pouvez pas contrôler, par ce qui émerge quand vous avez baissé vos défenses. Elle parle par les rêves qui vous réveillent en pleine nuit, le souffle court, sans savoir pourquoi. Elle parle par les douleurs qui s'installent sans raison médicale, les tensions qui ne répondent à aucun étirement, les maladies qui surviennent au moment où vous vous apprêtiez enfin à vivre. Elle parle par les synchronicités trop précises pour être des hasards, par les rencontres qui vous déstabilisent, par les coïncidences qui vous poursuivent comme des signes.
Apprendre à décoder ce langage silencieux, c'est faire le premier pas vers la réconciliation. C'est cesser de dire que ces phénomènes n'ont pas de sens et commencer à demander « Que cherches-tu à me dire ?» Le rêve est le canal privilégié de l'ombre. C'est dans le sommeil, quand le moi conscient relâche sa surveillance, que les figures enfouies osent se montrer. Le cauchemar répété est l'un des messages les plus directs. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'un dysfonctionnement du cerveau, mais d'une tentative obstinée de l'ombre de capter votre attention. Être poursuivi par une figure menaçante, c'est souvent l'ombre qui cherche à se faire voir. Être coincé dans un lieu clos, c'est une part de vous qui demande à être libérée. Tomber dans le vide, c'est la peur de perdre le contrôle sur ce qui monte des profondeurs. Chaque cauchemar a sa propre grammaire, ses propres symboles. Les maisons oniriques, par exemple, sont presque toujours des cartes de la psyché. Le sous-sol, c'est l'inconscient. Le grenier, c'est la mémoire ancienne. Les pièces fermées à clé, ce sont les territoires que vous refusez d'explorer. Les couloirs sans fin, c'est l'errance de celui qui cherche sans trouver. Apprendre à tenir un journal de rêve, c'est se donner les moyens de décoder cette grammaire. C'est noter non seulement les images, mais les émotions qui les accompagnent, les sensations corporelles, les fragments de dialogue. Et c'est avec le temps reconnaître les figures récurrentes, les lieux qui reviennent, les scénarios qui se répètent. L'ombre n'a pas beaucoup de mots, elle a des images qu'elle répète jusqu'à ce que vous acceptiez enfin de les regarder. Mais l'ombre ne parle pas seulement la nuit, elle parle aussi par le corps, cette autre nuit vivante que vous habitez sans la connaître. Le corps est le registre le plus fidèle de ce que l'ombre a enfoui. Car le corps, lui, ne ment pas. Il ne fait pas semblant. Il ne joue pas la comédie de la bonne personne. Il enregistre chaque choc, chaque tension, chaque émotion non exprimée. Et il les garde. Il les garde dans ses muscles qui se contractent et ne se relâchent plus. Il les garde dans ses fascias qui se rétractent comme des toiles d'araignée. Il les garde dans ses organes qui, à force de porter ce qui n'était pas dit, finissent par s'épuiser ou s'enflammer. Les maux de dos chroniques, par exemple, sont souvent le langage d'une charge que vous portez depuis trop longtemps, d'un poids que vous n'avez jamais déposé. Les douleurs cervicales peuvent signifier que vous avez refusé de regarder quelque chose qui était pourtant juste devant vous. Les problèmes digestifs disent souvent ce que vous n'avez pas su digérer dans votre vie. Un chagrin, une injustice, une colère rentrée. Les affections respiratoires peuvent être l'expression d'une difficulté à prendre votre place, à occuper l'espace, à respirer pleinement. La médecine conventionnelle traite ces symptômes comme des anomalies à corriger. La sagesse de l'ombre les traite comme des messages à déchiffrer. Lorsqu'un symptôme persiste, au lieu de chercher seulement à l'éliminer, on peut lui demander « Que viens-tu me dire ? De quoi suis-je malade ?» au sens où la maladie serait la manifestation d'un malaise plus profond. Quelle part de moi essaie de se faire entendre à travers toi? Les synchronicités sont une troisième voie par laquelle l'ombre s'exprime. Ces coïncidences qui ne peuvent pas être des hasards, ces rencontres qui arrivent au moment précis où vous en aviez besoin, ces signes qui semblent vous poursuivre. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous méditez sur une question et vous trouvez le livre qui contient la réponse ouvert à la bonne page dans une librairie. Vous traversez une crise et une parole, une rencontre, un événement survient qui éclaire soudain votre chemin. La raison appelle cela hasard. L'ombre appelle cela langage. Car ce que vous appelez hasard, c'est souvent la partie de vous qui sait, qui pressent, qui organise depuis l'invisible des rendez-vous que votre conscience n'a pas programmés. L'ombre n'est pas seulement ce que vous avez enfoui, elle est aussi cette intelligence profonde qui continue à tisser les fils de votre existence, même quand vous croyez ne plus rien contrôler.
Les synchronicités sont ces signatures. Elles sont la preuve que quelque chose en vous sait, anticipe, connecte des événements que la raison juge séparés. Apprendre à les reconnaître, c'est entrer dans une relation différente avec le temps et la causalité. C'est cesser de dire « c'est un hasard » et commencer à demander « qu'est-ce que cela me montre de ce qui est en train de s'accomplir en moi ?» Les accidents et les événements répétitifs sont une forme plus brutale, mais non moins significative, du langage de l'ombre. Vous enchaînez les relations avec le même type de partenaire et vous vous demandez pourquoi ça finit toujours de la même manière. Vous changez de travail et vous retrouvez les mêmes conflits avec les mêmes figures d'autorité. Vous déménagez et les mêmes problèmes vous suivent. Ce n'est pas la fatalité. C'est l'ombre qui répète un scénario que vous n'avez pas encore compris. Elle espère qu'à force de le revivre, vous finirez par en saisir le sens, par en reconnaître l'origine, par en briser enfin le cercle. L'ombre est patiente. Elle peut répéter le même drame des décennies durant, jusqu'à ce que vous acceptiez de regarder en face ce que vous avez toujours fui. Les accidents ne sont pas toujours des malchances. Parfois, ils sont des interruptions brutales d'un chemin que vous n'auriez pas su quitter de vous-même. Une chute, une maladie, une perte soudaine peuvent être des façons pour l'ombre de vous dire « Arrête, détourne-toi, ce n'est pas par là ». Les relations sont peut-être le miroir le plus puissant de ce langage, ce qui vous irrite chez l'autre, ce qui vous fascine, ce qui vous obsède, tout cela est un message de l'ombre. La personne qui vous met hors de vous, c'est souvent celle qui incarne une part de vous que vous refusez. Le trait que vous ne supportez pas chez votre conjoint, c'est souvent celui que vous avez étouffé en vous-même. L'admiration excessive pour quelqu'un, c'est souvent la projection sur l'autre d'une qualité que vous n'osez pas déployer. Les relations sont des miroirs. Et les miroirs, quand on a le courage de s'y regarder, disent toujours quelque chose de ce qui est en nous, non de ce qui est chez l'autre. L'ombre ne parle jamais aussi fort que dans ces moments où nous sommes submergés par une émotion qui ne correspond pas à la situation présente. Une colère qui explose pour un détail, une tristesse qui vous submerge à propos de rien, une peur qui vous paralyse devant une situation banale. C'est l'ombre qui se souvient. C'est l'enfant d'autrefois qui réagit, pas l'adulte d'aujourd'hui. Apprendre à décoder, c'est, dans ces moments, cesser de s'identifier à l'émotion et demander « À quoi cette réaction me fait-elle penser ? À quelle situation ancienne cette situation ressemble-t-elle ? Qui réagit en moi ?» Enfin, le silence est le langage ultime de l'ombre. L'ombre parle aussi quand rien ne semble se passer. Dans ces périodes de vide, de désert, d'ennui profond où plus rien ne vous anime, où les couleurs semblent s'être retirées du monde. Ces moments ne sont pas des pannes, mais des invitations. L'ombre vous dit « Arrête de courir, arrête de remplir, assieds-toi, écoute ». Dans le silence, l'ombre peut enfin se faire entendre, parce que vous avez cessé de couvrir sa voix. Les crises existentielles, les dépressions, les phases de vide ne sont pas des maladies à guérir au plus vite. Ce sont des accouchements. L'ombre se prépare à naître. Quelque chose de nouveau veut venir au monde à travers vous. Mais pour cela, il faut que l'ancien s'effondre. Le silence est le travail de l'accouchement. Il ne faut pas le fuir. Il faut s'asseoir avec lui, respirer avec lui, le laisser faire son œuvre. Décoder le langage des profondeurs, c'est donc apprendre une nouvelle écoute. Une écoute qui ne fuit pas le désagréable, qui ne rejette pas le dérangeant, qui ne méprise pas le répétitif. C'est cesser de dire « ce rêve ne veut rien dire, ce symptôme n'a aucune raison, cette coïncidence est un hasard, cette émotion est excessive, ce silence est un vide ». C'est commencer à dire « que me dis-tu » ? C'est s'asseoir avec ce qui dérange et lui demander son nom. C'est tenir un journal, non pas pour archiver,
mais pour dialoguer. C'est écouter son corps comme on écouterait un ami qui, depuis des années, essaie de vous prévenir. C'est regarder ses projections sur les autres comme on regarderait un miroir. C'est accueillir les synchronicités comme des confirmations que quelque chose, en vous, sait. Et c'est surtout accepter que ce langage ne se laisse pas réduire à des formules simples. Il est fait de métaphores, d'images, d'émotions, de sensations. Il ne répond pas à la logique du mental, il répond à la logique du vivant. Et le vivant, quand on l'écoute vraiment, ne parle jamais en vain. Il parle toujours de ce qui, en nous, cherche à être reconnu, à être aimé, à être enfin libéré. La descente. Il est une chose de savoir que l'ombre existe. Il en est une autre, infiniment plus redoutable, de consentir à la rencontrer. La descente n'est pas une promenade champêtre, elle est un voyage dans les cryptes où vous avez enfermé ce que vous ne vouliez pas voir. Elle exige du courage, mais un courage d'une nature particulière, non pas celui du guerrier qui affronte un ennemi extérieur, mais celui de l'explorateur qui accepte de se perdre dans ses propres profondeurs pour s'y retrouver. Les techniques que nous allons explorer ici ne sont pas des recettes magiques pour exorciser l'ombre d'un coup de baguette. Ce sont des rituels, des protocoles, des postures intérieures qui vous aideront à descendre, à vous orienter dans l'obscurité, à rencontrer ce qui vous attend sans être submergé. Elles viennent des traditions chamaniques qui savent que l'on ne guérit pas en fuyant la nuit, mais en apprenant à s'y mouvoir. Elles viennent de la psychologie des profondeurs qui a cartographié les territoires de l'inconscient. Elles viennent du travail onirique qui a toujours su que le rêve est la porte royale de l'ombre. Et elles viennent de vous, de cette sagesse secrète, qui sait au fond comment descendre sans se perdre. Le premier rituel est celui du temps consacré. L'ombre ne se livre pas dans la précipitation. Elle ne répond pas aux injonctions du calendrier. Elle demande du temps. Non pas du temps volé entre deux obligations, mais du temps offert, du temps sacré, du temps où vous cessez d'être celui qui produit pour redevenir celui qui est. Il peut s'agir d'une heure chaque semaine, d'une nuit entière à certaines phases de la lune, de quelques jours de retraite dans l'année. L'important est que ce temps soit délimité, protégé, consacré. Vous allumez une bougie, vous fermez la porte, vous dites au monde « Je ne suis pas disponible ». Et vous dites à votre ombre « Je suis là, je t'écoute ». Ce geste simple, s'asseoir dans l'intention de rencontrer, est déjà un premier pas immense. Car l'ombre a l'habitude d'être ignorée, niée, combattue. Elle ne sait pas toujours reconnaître une main qui se tend. Il faut lui montrer, par la répétition, que vous êtes sérieux, que vous ne ferez pas semblant, que vous ne l'abandonnerez pas au premier frisson. Le second rituel est celui de l'ancrage corporel. Descendre dans les profondeurs sans être ancré dans le corps, c'est risquer de se perdre, de se dissoudre, de ne plus retrouver le chemin du retour. L'ombre est une région de l'être, mais l'être a un corps. Et c'est dans le corps que l'ombre a déposé ses traces. Avant de descendre, il faut s'assurer que votre présence est solidement établie dans la chair. Asseyez-vous, les pieds à plat sur le sol. Sentez le poids de votre corps, le contact des ischions sur la chaise, la colonne vertébrale qui s'élève, la respiration qui descend et remonte. Vous pouvez placer une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, et sentir que vous êtes là, tout entier, présent. Ce n'est pas un exercice accessoire, c'est la corde qui vous retiendra quand vous plongerez. C'est le phare qui vous guidera quand vous serez dans l'obscurité. Descendre sans ancrage, c'est comme plonger en apnée sans savoir remonter. L'ancrage vous assure que vous pouvez aller loin et que vous reviendrez. Le troisième rituel est celui de l'invocation. Avant de rencontrer l'ombre, il est bon de lui adresser une parole.
Non pas une parole de pouvoir ou de commandement, mais une parole d'ouverture, de respect, d'invitation. Vous pouvez dire, à voix haute ou dans le silence de votre cœur, « J'ouvre la porte de mon sous-sol. Je descends vers ce que j'ai enfoui. Je ne viens pas pour combattre, je viens pour rencontrer. Je ne viens pas pour juger, je viens pour écouter. Je demande à ceux qui m'attendent dans l'obscurité de se montrer au rythme qui est le leur, avec la douceur dont ils sont capables. » Cette invocation n'est pas une formule magique, c'est un acte de consentement. Vous dites à votre ombre, « Je ne te fuis plus, je suis prêt à te voir. » Et ce consentement, souvent, suffit à ce que quelque chose bouge, que quelque chose se présente, que quelque chose se lève des profondeurs. Le quatrième rituel est celui de l'écriture automatique. Une fois l'invocation faite, prenez un cahier et un stylo. Sans réfléchir, sans corriger, sans censurer, écrivez ce qui vient. Laissez la main courir. Laissez les mots surgir, même s'ils vous semblent absurdes, étrangers, dérangeants. Ne jugez pas. Ne sélectionnez pas. Ne vous demandez pas si c'est vraiment l'ombre qui parle. Écrivez. Cette technique, utilisée par les surréalistes et par certains courants de la psychologie des profondeurs, permet de court-circuiter la censure du moi conscient. Elle donne la parole à ce qui n'a jamais eu le droit de s'exprimer. Il n'est pas rare que des phrases surprennent celui qui les écrit, qu'elles portent une charge émotionnelle insoupçonnée, qu'elles révèlent des souvenirs oubliés ou des perspectives inédites. Après l'écriture, vous pouvez relire ce qui est venu, non pour l'analyser immédiatement, mais pour l'accueillir, pour dire « voilà ce qui attendait ». Voilà ce qui n'avait jamais été dit. Le cinquième rituel est celui du dialogue avec les figures. Lorsque, dans vos rêves, dans votre écriture, dans votre méditation, une figure de l'ombre se présente, vous pouvez engager un dialogue avec elle. La technique est simple, mais elle demande une grande qualité de présence. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez. Visualisez la figure devant vous. Elle peut avoir l'apparence qu'elle a prise dans votre rêve, ou une autre forme qui émerge maintenant. Demandez-lui « Qui es-tu » Attendez la réponse. Elle peut venir sous forme de mots, d'images, de sensations. Ne forcez pas. Laissez venir. Demandez ensuite « Que veux-tu ? Que viens-tu m'apporter ? Que cherches-tu à me dire ?» Écoutez. Puis demandez « Que puis-je faire pour toi ? De quoi as-tu besoin ?» Ce dialogue n'est pas une interrogation policière, c'est une conversation entre deux parties de vous-même qui se sont longtemps ignorées. Il peut être bouleversant, il peut être libérateur. Il peut se répéter plusieurs fois avant que la figure ne se transforme, ne s'apaise, ne révèle ce qu'elle avait à révéler. La clé est de ne pas fuir, de rester, d'écouter, même quand ce qui est dit fait mal. Car derrière la figure qui vous effraie, il y a toujours une part de vous qui a soif d'être reconnue. Le sixième rituel est celui du travail onirique actif. Les rêves sont le théâtre privilégié de l'ombre. Mais on peut passer d'un spectateur passif à un acteur conscient. Tenez un journal de rêve. Chaque matin, notez ce dont vous vous souvenez. Revenez ensuite sur un rêve qui vous a marqué, surtout s'il était intense, répétitif, dérangeant. Relisez-le. Demandez-vous, quelles émotions ai-je ressenties? Quelles figures sont apparues? Dans quel lieu le rêve se déroulait-il? Puis, si le rêve n'est pas terminé, terminez-le en imagination. Demandez à une figure, que voulais-tu me dire? Ouvrez la porte qui était fermée. Traversez le tunnel. Laissez le scénario se dérouler autrement. Ce travail sur le rêve éveillé permet de reprendre contact avec les énergies que le rêve a mobilisées et de leur offrir une issue, une transformation, une résolution que le rêve lui-même n'avait pas permise. Le septième rituel est celui de l'incarnation symbolique. Parfois,
l'ombre a besoin d'être rencontrée non seulement dans l'esprit, mais dans le corps, dans l'action, dans le rituel. Vous pouvez, par exemple, écrire sur un papier une qualité que vous avez refoulée, la colère, la sensualité, la puissance, et la brûler dans un bol, non pour la détruire, mais pour la libérer. Vous pouvez vous promener en forêt en cherchant un arbre qui représente la force que vous avez enfouie, et vous appuyer contre lui, lui parler, lui demander de vous aider à la retrouver. Vous pouvez, lors d'une séance de mouvement libre, laisser votre corps exprimer ce que les mots ne savent pas dire. La rage contenue, le désir étouffé, la vulnérabilité honteuse. L'incarnation symbolique permet à l'ombre de passer du registre de la parole à celui de l'acte, du mental au corps, de la pensée à l'expérience. Elle achève ce que le dialogue a commencé. Le 8e rituel est celui de l'intégration progressive. On ne rencontre pas toute son ombre en une seule descente. Ce serait comme vouloir vider l'océan avec une cuillère. L'ombre se révèle par couches, par étapes, par cercles concentriques. Ce qui est prêt à émerger aujourd'hui émergera. Ce qui ne l'est pas encore attendra son heure. L'art de la descente est aussi l'art de ne pas forcer, de respecter le rythme, de savoir remonter quand il est temps. Après chaque rencontre, prenez le temps d'intégrer. Notez ce qui s'est passé. Ressentez les changements dans votre corps, dans vos émotions. Accordez-vous du repos. Laissez le processus se déposer. Descendre sans remonter, c'est s'épuiser. Remonter sans intégrer, c'est perdre le fruit de la descente. Enfin, le 9e rituel, peut-être le plus important, est celui du retour et de l'ancrage. Après chaque rencontre avec l'ombre, il est essentiel de revenir à la surface, de se réancrer dans le monde, de reprendre contact avec le quotidien. Prenez un verre d'eau. Marchez pieds nus sur la terre. Tenez un objet familier. Regardez la lumière du jour. Dites-vous, je suis revenu, je suis là, je suis entier. Ce retour n'est pas un abandon de la descente, c'est son accomplissement. Car rencontrer l'ombre n'a de sens que si l'on peut ensuite vivre différemment dans la lumière, avec ce que l'on a rapporté des profondeurs. Le véritable dialogue avec l'ombre ne se termine jamais vraiment. Il se poursuit, mais il se poursuit dans la vie, non dans la cave. Il se poursuit dans la manière dont vous posez vos limites, dont vous exprimez vos désirs, dont vous accueillez vos vulnérabilités, dont vous osez être vous-même. La descente n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin qui s'ouvre chaque fois que vous avez le courage de vous asseoir dans l'obscurité et de demander « Qui es-tu » Le dialogue. Vous êtes descendu. Vous avez rencontré les figures qui habitent vos profondeurs. Vous avez appris à reconnaître leur visage, à décoder leur langage. Mais la rencontre n'est pas encore le dialogue. La rencontre est un face-à-face, parfois muet, souvent chargé d'émotions qui vous submergent ou vous figent. Le dialogue est autre chose. C'est l'art de passer de la confrontation à la conversation, de l'effroi à l'écoute, de la projection à la relation. C'est apprendre à ne pas chasser ce qui vous effraie, mais à lui demander « Que viens-tu m'apprendre ? Que veux-tu que je devienne ?» Ce dialogue n'est pas une technique de plus, c'est une révolution intérieure. Car pendant des années, vous avez traité votre ombre comme un ennemi à combattre, une faiblesse à cacher, un défaut à éliminer. Aujourd'hui, vous lui offrez une voix. Aujourd'hui, vous l'invitez à s'asseoir avec vous, non pas à la table des accusés, mais à celle de la réconciliation. 3 clés ouvrent cette porte. Accueillir, questionner, négocier, 3 gestes qui transforment une relation de guerre en une relation de paix. Première clé, accueillir. Accueillir, c'est d'abord cesser de fuir. C'est arrêter cette gymnastique intérieure qui consiste à détourner le regard, à changer de sujet, à se raidir, à se distraire,
à intellectualiser. L'ombre s'est manifestée. Vous êtes là. Le premier geste du dialogue est de dire « Je te vois, je ne te chasse pas, je ne te juge pas, je te vois ». Ce simple acte de présence, sans agenda, sans intention de changer quoi que ce soit, est déjà un acte thérapeutique puissant. Car l'ombre a passé des années à être invisible. Elle a passé des années à être niée, rejetée, combattue. Être vue, pour elle, c'est exister. Être accueilli, c'est cesser d'être un monstre. Accueillir, c'est aussi accueillir les sensations que la figure provoque en vous. La peur, le dégoût, la colère, la honte, toutes ces émotions qui surgissent quand l'ombre se montre sont aussi des parties de vous qui ont besoin d'être accueillies. Ne les repoussez pas. Respirez avec elles. Dites-leur « Je te sens, je ne te fuis pas ». Accueillir, c'est enfin accueillir la figure sans exiger qu'elle se transforme immédiatement. Elle a le droit d'être ce qu'elle est, maintenant, dans ce moment. Elle n'a pas à être jolie, rassurante, évoluée. Elle n'a pas à vous plaire. Elle a seulement le droit d'être là, comme elle est. C'est à ce prix que le dialogue peut commencer. Deuxième clé, questionner. Une fois l'accueil posé, vous pouvez ouvrir la conversation, non pas par des jugements, tu es méchant, tu es faible, non pas par des ordres, par tais-toi, mais par des questions. Des questions ouvertes, curieuses, respectueuses. La première question, la plus fondamentale, est « Qui es-tu » Ne présumez pas que vous le savez. Laissez la figure se présenter elle-même. Elle peut dire son nom, montrer son visage, raconter son histoire. Écoutez sans interrompre. La deuxième question, que viens-tu m'apporter? L'ombre n'est pas seulement un fardeau, elle est aussi un message. Derrière la colère qui explose, il y a peut-être une injustice qui n'a jamais été reconnue. Derrière la peur qui paralyse, il y a peut-être une vulnérabilité qui demande à être protégée. Derrière la tristesse qui pèse, il y a peut-être un amour qui n'a pas été pleuré. Demandez à la figure ce qu'elle porte, ce qu'elle défend, ce qu'elle veut vous transmettre. La troisième question. Que veux-tu que je devienne? L'ombre a souvent une visée. Elle n'est pas seulement un résidu du passé, elle est aussi une orientation vers l'avenir. La colère rentrée veut peut-être que vous deveniez plus affirmé. La tristesse étouffée veut peut-être que vous deveniez plus sensible. La peur paralysante veut peut-être que vous deveniez plus prudent, plus ancré. Écoutez ce que la figure souhaite pour vous. La quatrième question. De quoi as-tu besoin? L'ombre, comme toute partie de vous, a des besoins. Besoin d'être reconnu, besoin d'être exprimé, besoin d'être intégré, besoin d'être libéré. Demandez-lui ce qu'elle attend de vous. Ces questions ne sont pas une technique d'interrogatoire, elles sont une main tendue. Elles disent à l'ombre, tu n'es pas un problème à résoudre, tu es un être à rencontrer. Troisième clé, négocier. Le dialogue n'est pas une soumission. Accueillir et questionner ne signifie pas que vous devez obéir à tout ce que l'ombre demande. L'ombre peut avoir des exigences excessives, des désirs destructeurs, des solutions qui ne sont plus adaptées à votre vie d'adulte. La troisième clé est la négociation. Elle consiste à trouver un terrain d'entente entre ce que l'ombre demande et ce que vous pouvez, voulez, devez faire. La négociation suppose que vous reconnaissiez la légitimité du besoin tout en posant des limites à son expression. Par exemple, une figure de colère peut exiger que vous frappiez quelqu'un. Vous ne le ferez pas. Mais vous pouvez lui dire « Je comprends ta colère. Elle est juste. Je ne vais pas frapper, mais je vais poser une limite claire. Je vais dire ce que je n'ai jamais osé dire. » Une figure de tristesse peut vous demander de pleurer sans fin. Vous ne le pouvez pas, vous avez une vie à vivre. Mais vous pouvez lui dire « Je vais te donner du temps chaque jour. Je vais m'asseoir avec toi, t'écouter, te laisser pleurer.
mais pas tout le temps. Une figure de désir peut vous demander de tout abandonner pour la suivre. Vous ne le ferez peut-être pas, mais vous pouvez lui dire « Je vais intégrer ta force. Je vais oser ce que je n'ai jamais osé. Pas tout de suite, mais je vais avancer dans ta direction. » La négociation, c'est l'art de dire oui aux besoins et non à la forme ancienne. C'est transformer une exigence rigide en une alliance souple. C'est passer de la tyrannie à la collaboration. Le dialogue dans la durée, le dialogue avec l'ombre n'est pas un événement ponctuel. Il ne se réduit pas à une conversation unique qui résoudrait tout. C'est une relation que vous installez, une intimité que vous cultivez, une pratique que vous répétez. Les figures que vous avez rencontrées aujourd'hui peuvent revenir demain sous un autre visage. Ce qui semblait réglé peut se rouvrir plus tard, à une autre profondeur. Le dialogue est un chemin, pas une destination. Il demande de la patience, de la répétition, de la fidélité. Il demande d'accepter que certaines figures mettent du temps à se révéler, à se transformer, à s'intégrer. Il demande de ne pas se décourager quand ce qui semblait apaisé se remet à crier. L'ombre a ses rythmes. Elle ne se laisse pas presser, mais elle se laisse apprivoiser par la constance, par la présence, par le respect. Même avec les meilleures intentions, le dialogue peut dérailler. Le premier piège est l'identification. Vous dialoguez avec une figure de l'ombre, et soudain vous devenez cette figure. Vous n'êtes plus celui qui dialogue, vous êtes la colère, vous êtes la peur, vous êtes la tristesse. Le dialogue s'arrête, remplacé par la fusion. Pour éviter ce piège, ancrez-vous dans votre corps, sentez votre respiration, rappelez-vous que vous êtes le témoin, pas le contenu. Le deuxième piège est la fuite dans l'analyse. Au lieu de dialoguer avec la figure, vous commencez à l'analyser. Elle représente mon enfance, elle est liée à mon père, elle est un archétype jungien. L'analyse est une défense. Elle vous protège de l'émotion. Revenez à la présence, à la sensation, à la rencontre directe. Le troisième piège est la complaisance. Vous accueillez si bien l'ombre, vous êtes si compréhensif, si tolérant, que vous finissez par lui laisser prendre toute la place. La négociation est oubliée. L'ombre devient tyran et vous son esclave. Rappelez-vous que le dialogue est une relation entre égaux. Vous avez des besoins, des limites, des orientations. L'ombre doit les respecter comme vous respectez les siens. Quand le dialogue s'installe, quand il devient une pratique régulière, des transformations profondes s'opèrent. La première est la diminution de l'intensité émotionnelle. Les figures qui vous terrorisaient, vous fascinaient, vous obsédaient, perdent de leur pouvoir. Elles ne sont plus des forces étrangères qui vous submergent, elles deviennent des interlocuteurs familiers. La seconde est l'émergence de nouvelles ressources. Les qualités que vous aviez enfouies, la force, la sensibilité, la créativité, la liberté, commencent à se manifester, non plus de manière explosive et incontrôlée, mais comme des forces que vous pouvez utiliser, orienter, intégrer. La troisième est une sensation de légèreté. Vous n'avez plus à porter le fardeau de ce que vous refusiez de voir. Vous n'avez plus à dépenser une énergie folle à maintenir la séparation. Vous êtes plus unifié, plus simple, plus présent. La quatrième est une liberté nouvelle dans les relations. Vous projetez moins vos ombres sur les autres. Vous réagissez moins de manière excessive. Vous pouvez les voir tels qu'ils sont, et pas seulement comme des miroirs de ce que vous refusez en vous. Enfin, le dialogue vous rend plus entier. Vous cessez d'être cette moitié d'être qui court après sa complétude ailleurs. Vous devenez cette totalité vivante qui porte sa lumière et son ombre, sans honte, sans combat, sans fuite. Vous devenez simplement vous-même. Le trésor enfoui. Nous avons longtemps considéré l'ombre comme un dépotoir,
un lieu où nous jetons ce qui nous encombre, ce qui nous fait honte, ce qui nous empêche d'être aimables, acceptables, conformes. Nous avons cru que descendre dans ces profondeurs, c'était affronter nos pires défauts, nos faiblesses les plus secrètes, nos pulsions les plus inavouables. Mais cette vision est une imposture. Elle est le dernier masque de l'ombre elle-même, qui se déguise en monstruosité pour nous dissuader d'approcher. Car ce que l'ombre protège, ce n'est pas ce que nous avons de plus laid, mais ce que nous avons de plus précieux. L'ombre n'est pas un dépotoir, elle est un sanctuaire. Ce que nous avons enfoui dans ces caves, ce ne sont pas seulement nos colères honteuses et nos désirs interdits, ce sont aussi nos talents les plus vifs, nos puissances les plus authentiques, nos sagesses les plus profondes. L'enfant qui a appris à taire sa colère a peut-être enfoui avec elle sa capacité à dire non, à poser des limites, à défendre ce qui est juste. L'adolescent qui a appris à cacher sa sensualité a peut-être enfoui avec elle sa joie de vivre, sa vitalité créatrice, sa capacité à goûter le monde. La jeune fille qui a appris à étouffer son ambition a peut-être enfoui avec elle son génie, sa force de réalisation, sa capacité à transformer ses visions en actes. Ce que nous avons appelé ombre et que nous avons appris à craindre est en réalité la chambre forte où nous avons mis à l'abri ce que le monde n'était pas prêt à recevoir. Le travail d'intégration n'est donc pas un exorcisme, c'est une récupération. C'est redescendre dans la cave, non pour combattre des monstres, mais pour réclamer ce qui nous a été volé. Prenons la colère, cette émotion que la plupart d'entre nous ont appris à réprimer dès l'enfance. Ne te fâche pas. Calme-toi. La colère est mauvaise. Ces injonctions, répétées des milliers de fois, finissent par faire de la colère une figure de l'ombre redoutée. L'adulte évolué se vante de ne jamais se mettre en colère. Mais que cache cette absence de colère? Elle cache souvent une incapacité à poser des limites. Elle cache une tendance à laisser les autres marcher sur ses plates-bandes. Elle cache une soumission qui n'ose pas dire non. La colère, quand elle est intégrée, n'est pas une explosion destructrice, c'est une force d'affirmation juste. C'est l'énergie qui vous permet de dire « jusqu'ici » et pas plus loin. C'est la clarté qui vous permet de reconnaître une injustice et de la nommer. C'est le feu qui protège votre intégrité. Enfouir la colère, ce n'est pas devenir pacifique, c'est devenir passif. Récupérer la colère, ce n'est pas devenir violent, c'est devenir souverain. L'ombre vous rendra un jour, si vous osez l'approcher, non pas un monstre de rage, mais une force tranquille, capable de tenir sa place sans agresser celle des autres. Prenons la tristesse, cette émotion que nous fuyons comme la peste. Sois fort, ne pleure pas. La tristesse, c'est pour les faibles. Ces messages, gravés dans nos chairs, nous apprennent à étouffer nos larmes avant même qu'elles n'osent couler. L'adulte positif affiche un sourire permanent, une bonne humeur à toute épreuve. Mais que cache cette impossibilité d'être triste? Elle cache souvent une incapacité à ressentir vraiment. Elle cache une superficialité affective qui empêche les relations profondes. Elle cache une fuite devant la vulnérabilité, cette condition de toute rencontre authentique. La tristesse, quand elle est intégrée, n'est pas une dépression qui vous engloutit. C'est une profondeur qui vous ouvre à la compassion. C'est la capacité d'être touché par ce qui mérite de l'être. C'est l'humilité de reconnaître que vous n'êtes pas au-dessus de la douleur, mais dedans, avec elle, avec les autres. Enfouir la tristesse, ce n'est pas devenir heureux, c'est devenir insensible. Récupérer la tristesse, ce n'est pas sombrer dans le chagrin, c'est retrouver la capacité d'aimer, car on aime vraiment que ce qu'on accepte de pleurer. Prenons la sensualité, cette énergie que tant de cultures ont réprimée, enfermée dans des cages de honte et de culpabilité. Sois propre. Ne touche pas. Ton corps est un péché. Ces condamnations, intériorisées dès le plus jeune âge,
font de la sensualité une figure de l'ombre terrifiante. L'adulte respectable se tient droit, contrôle ses gestes, évite tout ce qui pourrait évoquer le corps et ses plaisirs. Mais que cache cette austérité? Elle cache souvent une vie appauvrie, une joie étouffée, une capacité de jouissance atrophiée. Elle cache une peur panique de perdre le contrôle, de lâcher prise, de se laisser aller à ce qui est vivant. La sensualité, quand elle est intégrée, n'est pas une débauche qui vous dévore, c'est une joie qui vous habite. C'est la capacité de goûter le monde avec tous vos sens, de danser avec la vie, de célébrer l'incarnation. C'est la force qui vous relie à la terre, à votre corps, à vos désirs les plus authentiques. Enfouir la sensualité, ce n'est pas devenir pur, c'est devenir sec. Récupérer la sensualité, ce n'est pas devenir esclave de ses pulsions, c'est retrouver la saveur d'exister. Prenons l'ambition, cette force que l'on nous apprend souvent à modérer, à cacher, à juger. Sois modeste, ne te vante pas. L'ambition, c'est mal. Ces avertissements, souvent issus d'une éducation qui confond affirmation et orgueil, font de l'ambition une figure de l'ombre qu'on s'interdit de montrer. L'adulte humble se fait petit, n'ose pas revendiquer sa place, minimise ses réussites. Mais que cache cette modestie forcée? Elle cache souvent un potentiel inexploité, des rêves abandonnés, une grandeur qui n'a jamais osé s'exprimer. Elle cache une peur de déplaire, de dépasser, d'être vue. L'ambition, quand elle est intégrée, n'est pas une course effrénée qui écrase tout sur son passage. C'est une force créatrice qui vous pousse à devenir ce que vous avez toujours été en puissance. C'est la volonté de réaliser vos dons, non pour écraser les autres, mais pour contribuer au monde avec tout ce que vous avez. Enfouir l'ambition, ce n'est pas devenir humble, c'est devenir invisible. Récupérer l'ambition, ce n'est pas devenir arrogant, c'est retrouver le droit de prendre la place qui est la vôtre. Prenons la solitude, cette expérience que nous fuyons comme la mort. Sois entouré, ne reste pas seul. La solitude est une maladie. Ces injonctions, renforcées par une société qui vénère le lien à tout prix, font de la capacité d'être seul une ombre que nous refoulons. L'adulte social s'épuise en relation, ne supporte pas un moment de vide, remplit chaque instant de bruit et de présence. Mais que cache cette fuite? Elle cache souvent une incapacité à se rencontrer soi-même. Elle cache une peur panique de se retrouver face à ses propres profondeurs. Elle cache une dépendance aux autres pour exister. La solitude, quand elle est intégrée, n'est pas un abandon qui vous exile. C'est une autonomie qui vous rend libre. C'est la capacité d'être avec vous-même sans vous ennuyer, de vous nourrir de votre propre présence, de goûter à la paix qui n'a pas besoin d'être remplie. Enfouir la solitude, ce n'est pas devenir sociable, c'est devenir dépendant. Récupérer la solitude, ce n'est pas devenir ermite, c'est retrouver la liberté d'être seul sans être vide. Ce que l'ombre protège, ce sont donc ces forces vives que le monde, à un moment de votre histoire, vous a appris à réprimer. Ce sont vos puissances les plus authentiques, vos talents les plus singuliers, vos sagesses les plus profondes. Et ces trésors, une fois récupérés, ne vous rendent pas monstrueux, ils vous rendent entiers. Ils ne vous jettent pas hors de la communauté humaine, ils vous permettent d'y entrer avec une présence, une vérité, une richesse que vous n'auriez jamais eue si vous étiez resté cette moitié d'être qui s'efforce de plaire. Le travail d'intégration est donc une archéologie du sacré. Il s'agit de descendre dans la cave, non pas pour y trouver des déchets, mais pour y déterrer des reliques. Il s'agit de reconnaître dans ce que vous avez appelé votre pire, votre meilleur. Il s'agit de réclamer ce qui vous a été volé, non par un ennemi extérieur, mais par votre propre peur d'être vous-même. Comment s'y prendre? La première étape est de changer de regard sur ce que vous appelez vos défauts. Au lieu de les combattre, demandez-leur
Quelle force es-tu venu me cacher? La timidité cache peut-être une sensibilité rare. La lenteur cache peut-être une profondeur qui refuse la vitesse. L'entêtement cache peut-être une fidélité qui ne lâche pas. Chaque ombre porte en elle un trésor. La seconde étape est de laisser la force s'exprimer, mais sous une forme nouvelle. La colère réprimée ne deviendra pas violence, elle deviendra affirmation. La tristesse étouffée ne deviendra pas dépression, elle deviendra compassion. La sensualité niée ne deviendra pas débauche, elle deviendra joie. L'ambition cachée ne deviendra pas orgueil, elle deviendra accomplissement. La solitude fuie ne deviendra pas isolement, elle deviendra autonomie. La troisième étape est de reconnaître que cette récupération n'est jamais achevée. L'ombre est un sanctuaire infini. Chaque fois que vous croyez avoir tout récupéré, une nouvelle couche se révèle, un nouveau trésor attend d'être déterré. Le travail de l'ombre est un travail de toute une vie, mais c'est un travail qui donne à la vie sa densité, sa richesse, sa vérité. Ainsi, l'ombre que vous avez tant crainte n'est pas votre ennemie, elle est votre gardienne. Elle a protégé, pendant toutes ces années où vous n'étiez pas prêt, ce qui faisait votre valeur la plus secrète. Elle a attendu que vous ayez assez de force, assez de maturité, assez de courage pour redescendre et réclamer ce qui vous appartient. Ce trésor, une fois récupéré, ne vous rend pas plus lourd, il vous allège. Car vous cessez de porter le fardeau de ce que vous refusiez d'être. Vous cessez de dépenser votre énergie à maintenir la séparation. Vous devenez cette totalité vivante, cette unité retrouvée, cette présence qui n'a plus rien à cacher, plus rien à fuir, plus rien à combattre. Vous devenez simplement ce que vous avez toujours été, mais que vous n'aviez jamais osé être, vous-même, entier avec votre lumière et votre ombre, votre force et votre vulnérabilité, votre puissance et votre tendresse. Et c'est là, dans cette totalité, que réside la seule véritable liberté. La réconciliation. Il est une étape qui fait souvent peur à ceux qui s'engagent dans le travail de l'ombre, la crainte de se perdre. Si j'accueille ma colère, vais-je devenir violent? Si je laisse remonter ma tristesse, vais-je sombrer dans la dépression? Si je réintègre ma sensualité, vais-je perdre tout contrôle? Si j'ose mon ambition, vais-je écraser les autres? Ces peurs sont légitimes, car nous avons appris à identifier l'ombre à son expression la plus extrême, la plus déformée, la plus destructrice. Nous avons cru que la colère ne pouvait être que rage, que la tristesse ne pouvait être qu'effondrement, que la sensualité ne pouvait être que débauche, que l'ambition ne pouvait être qu'orgueil. Mais cette identification est une erreur. C'est confondre l'énergie avec la forme qu'elle a prise dans l'exil. La colère qui a grandi dans la cave, sans lumière, sans dialogue, sans intégration, est devenue rage. Mais la colère accueillie, écoutée, négociée, devient une force d'affirmation juste. La tristesse enfouie vivante, sans reconnaissance, sans expression, devient dépression. Mais la tristesse reconnue, pleurée, accompagnée, devient profondeur et compassion. L'intégration n'est pas l'invasion de l'ombre, c'est sa transmutation. Elle ne vous submerge pas, elle vous élargit, elle ne vous fait pas perdre, elle vous fait gagner une dimension de vous-même que vous aviez abandonnée. La clé de cette transmutation réside dans la distinction cruciale entre identification et intégration. S'identifier à l'ombre, c'est devenir elle. C'est laisser la colère vous posséder au point de ne plus faire qu'un avec elle. C'est dire « je suis en colère », comme si cette colère définissait votre être tout entier. L'identification est une fusion. Elle vous prive de recul, de choix, de liberté. Vous n'êtes plus le sujet qui ressent la colère. Vous êtes la colère elle-même. Intégrer, c'est tout autre chose. C'est reconnaître que la colère est en vous,
qu'elle fait partie de votre paysage intérieur, mais qu'elle n'est pas vous. Vous êtes celui qui peut l'observer, l'accueillir, dialoguer avec elle, choisir comment elle s'exprime. L'intégration maintient la distinction entre le contenant et le contenu, entre le témoin et l'émotion, entre le champ de conscience et les figures qui s'y déploient. C'est cette distinction qui vous permet d'accueillir l'ombre sans être submergé. Vous devenez un espace assez vaste pour contenir à la fois la lumière et l'obscurité, la force et la vulnérabilité, le désir et la retenue. Vous devenez ce pont vivant entre les contraires, cette unité qui ne renie rien et ne se laisse définir par rien. Le chemin de l'intégration suit une courbe précise. Il commence par la reconnaissance. Vous avez appris à nommer ce qui montait des profondeurs. Voici la colère. Voici la tristesse, voici la peur. Sans la reconnaître, l'ombre reste un spectre anonyme qui vous hante sans que vous sachiez pourquoi. La reconnaissance lui donne un nom, un visage, une existence. Elle cesse d'être une force obscure pour devenir une figure que vous pouvez rencontrer. Vient ensuite l'accueil. Vous cessez de combattre ce qui monte. Vous ouvrez un espace intérieur où l'ombre peut se déployer sans être immédiatement refoulée. Vous respirez avec elle. Vous la laissez être. Cet accueil est souvent la phase la plus difficile, car l'ombre, quand elle émerge, peut être chargée d'une intensité qui fait peur. Mais c'est en l'accueillant que vous lui enlevez son pouvoir de vous submerger. Ce que vous ne fuyez plus ne vous poursuit plus. Ce que vous accueillez peut enfin se transformer. Vient ensuite le dialogue. Vous ne vous contentez plus d'accueillir, vous questionnez. Que viens-tu m'apporter? Que veux-tu que je devienne? L'ombre, quand on lui pose ces questions, se révèle porteuse de trésors. La colère vous apprend à poser vos limites. La tristesse vous apprend la compassion. La peur vous apprend la prudence. La sensualité vous apprend la joie. Vient enfin la négociation. Vous ne vous soumettez pas à l'ombre, mais vous ne la chassez pas non plus. Vous cherchez un terrain d'entente. Vous transformez son exigence rigide en une alliance souple. La colère ne deviendra pas violence, mais affirmation. La sensualité ne deviendra pas débauche, mais célébration de la vie. L'ambition ne deviendra pas orgueil, mais accomplissement. L'intégration réussie se reconnaît à plusieurs signes. Le premier est la diminution de l'intensité émotionnelle. Les figures qui vous terrorisaient, vous fascinaient, vous obsédaient, perdent leur charge. Elles ne sont plus ces forces étrangères qui vous submergent sans prévenir. Elles deviennent des présences familières, des interlocuteurs que vous connaissez, des énergies que vous pouvez orienter. Le second signe est la fluidité. Vous ne passez plus brutalement d'un état à l'autre, sans transition, sans contrôle. Vous devenez capable de ressentir la colère sans exploser, la tristesse sans sombrer, la peur sans paralysie. Les émotions traversent votre champ de conscience comme des nuages traversent le ciel. Elles viennent, elles sont, elles passent. Vous restez, vous, le ciel immuable. Le troisième signe est l'unité retrouvée. Vous cessez d'être cet être coupé en deux, qui porte un masque dans le monde et cache un monstre dans la cave. Vous devenez un. Un, non pas au sens de l'uniformité, mais au sens de la totalité. Vous portez votre lumière et votre ombre sans honte, sans combat, sans dissimulation. Vous êtes ce que vous êtes, un être humain, avec sa complexité, ses contradictions, sa richesse. Le quatrième signe est la liberté nouvelle. Vous n'êtes plus prisonnier de vos réactions automatiques. Vous pouvez choisir. Vous pouvez, dans une situation donnée, décider d'exprimer votre colère ou de la retenir, d'ouvrir votre cœur ou de le protéger, d'avancer ou de reculer. Ce choix n'est plus dicté par la peur de l'ombre, mais par une sagesse qui intègre l'ombre et la lumière.
Vous devenez l'auteur de votre vie, non plus le jouet de force que vous ne comprenez pas. L'intégration ne vous transforme pas en un être parfait, sans ombre, sans faille. Elle vous transforme en un être vrai. La perfection est une illusion qui maintient la fragmentation. La vérité est une réalité qui réconcilie les contraires. L'être intégré n'est ni saint ni démon. Il est complet. Il sait qu'il porte en lui des forces de création et des forces de destruction, des élans de générosité et des pulsions d'égoïsme, des capacités d'amour et des tendances à la haine. Il ne les nie pas. Il ne s'y identifie pas. Il les connaît, les accueille, les intègre, les oriente. C'est cette complétude qui le rend authentique. C'est cette authenticité qui lui permet de rencontrer les autres sans masque, sans jeu, sans stratégie. Car on ne rencontre vraiment l'autre que lorsqu'on a cessé de fuir soi-même. L'intégration est aussi un travail de réconciliation avec le temps. L'ombre que vous intégrez n'est pas seulement une énergie présente, c'est aussi une mémoire. C'est l'enfant que vous avez été avec ses blessures, ses colères, ses trésors. Intégrer, c'est faire la paix avec cet enfant. C'est reconnaître qu'il n'a pas à être parfait pour être aimé. C'est lui dire, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Tu as survécu, tu as protégé ce qui était précieux. Maintenant, je suis là. Je peux prendre le relais. Cette réconciliation avec l'enfant que vous fûtes est souvent le moment le plus émouvant du travail d'ombre. Car derrière chaque figure redoutable, il y a un enfant qui a eu peur, qui a souffert, qui a attendu. Et cet enfant, quand on le rencontre, quand on le prend dans ses bras, quand on lui dit que tout va bien maintenant, se transforme. Il cesse d'être ce fantôme qui hantait vos nuits pour devenir une force vivante qui vous habite. Enfin, l'intégration est une réconciliation avec le monde. Car ce que vous avez enfoui dans votre cave, ce n'est pas seulement votre histoire personnelle, c'est aussi une part de l'humanité que vous portez en vous. La colère que vous avez réprimée est peut-être la colère de tous ceux qui n'ont jamais eu le droit de dire non. La tristesse que vous avez étouffée est peut-être la tristesse de tous ceux qui ont dû sourire alors qu'ils pleuraient. La sensualité que vous avez niée est peut-être la joie de tous ceux qui ont appris à haïr leur corps. En vous réconciliant avec votre ombre, vous vous réconciliez avec une part de l'humanité. Vous devenez un lieu de guérison non seulement pour vous-même, mais pour ceux qui, autour de vous, portent les mêmes fardeaux. Votre intégrité devient une offrande. Votre vérité devient un miroir où d'autres peuvent reconnaître leur propre vérité. L'être total n'est pas un être sans conflit. Il est un être qui a appris à habiter ses conflits sans s'y perdre. Il est un être qui porte en lui la lumière et l'obscurité, et qui, de cette dualité, fait une danse. Il est un être qui ne fuit plus, qui ne combat plus, qui ne se cache plus. Il est un être qui peut dire « Voici ce que je suis, voici mon ombre, voici ma lumière. Je ne suis ni l'une ni l'autre. Je suis le lieu où elles se rencontrent. Je suis le pont. » Ce pont, vous pouvez le devenir, non pas en un jour, non pas sans effort, non pas sans retour en arrière, mais pas à pas, descente après descente, rencontre après rencontre, intégration après intégration. L'ombre ne se laisse pas conquérir, elle se laisse apprivoiser. Et quand elle est apprivoisée, elle ne vous fait plus peur. Elle vous fait don de ce qu'elle protégeait. Elle vous rend ce que vous aviez perdu. Elle vous donne ce que vous n'auriez jamais pu trouver ailleurs, vous-même, enfin, tout entier. L'ombre et l'autre. Il est un miroir que nous ne pouvons fuir, aussi obstinément que nous le tentions, le miroir des autres. Dans chaque relation, dans chaque rencontre, dans chaque conflit, dans chaque attirance irrésistible, dans chaque répulsion viscérale, l'ombre se projette.
ce que nous détestons chez l'autre, ce que nous admirons avec une passion démesurée, ce qui nous irrite au-delà de toute raison, ce qui nous fascine sans que nous sachions pourquoi, tout cela est un message de l'ombre. C'est elle qui parle à travers nos réactions excessives. C'est elle qui se montre dans nos projections. Car l'ombre, que nous avons si longtemps refusé de voir en nous, ne disparaît pas pour autant. Elle cherche des écrans. Elle cherche des visages sur lesquels se poser, des corps où s'incarner, des relations où se jouer. Et ces écrans, ce sont les autres. Chaque personne que nous rencontrons est potentiellement un miroir de notre propre ombre. Chaque relation est une occasion de découvrir ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Apprendre à reconnaître ces projections, c'est transformer le conflit en révélation, l'attirance en connaissance de soi, la répulsion en intégration. C'est faire de l'autre non plus un adversaire ou un idéal, mais un miroir sacré. Le mécanisme de la projection est simple et impitoyable. Ce que je ne peux pas supporter en moi, je le vois chez l'autre. Ce que je ne peux pas reconnaître comme mien, je l'attribue à ceux qui m'entourent. La colère que j'ai refoulée devient, chez mon conjoint, une agressivité insupportable. La faiblesse que j'ai honte de sentir devient, chez mon collègue, une lâcheté méprisable. Le désir que j'ai étouffé devient, chez mon voisin, une perversion scandaleuse. La grandeur que je n'ose pas m'attribuer devient, chez un inconnu, un génie que j'admire avec une ferveur qui me dépasse. La projection n'est pas un défaut moral, c'est un mécanisme de survie psychique. Elle me permet de ne pas voir ce qui me déchirerait si je le voyais en moi. Elle me permet de maintenir l'illusion que je suis bon, pur, fort, normal, tandis que les autres sont mauvais, impurs, faibles, anormaux. Mais ce mécanisme a un prix. Il me rend esclave des autres. Car plus je projette sur eux, plus ils ont de pouvoir sur moi. L'ennemi que j'ai créé en projetant ma colère me poursuit dans mes cauchemars. L'idole que j'ai créée en projetant ma grandeur m'écrase de sa supériorité. Je deviens prisonnier de mes projections et les autres deviennent les gardiens de ma prison. La première étape pour briser ce cercle est de reconnaître la projection là où elle opère. Il y a des signes qui ne trompent pas. Une réaction émotionnelle disproportionnée est souvent le signe d'une projection. Si la remarque anodine d'un collègue vous met hors de vous, ce n'est pas lui qui est en cause. C'est votre propre colère qui cherche une issue. Si l'attitude d'un inconnu vous fascine au point de vous faire oublier qui vous êtes, ce n'est pas lui qui est si exceptionnel. C'est votre propre grandeur que vous projetez sur lui. Si un trait chez votre partenaire vous insupporte au point de gâcher vos journées, c'est moins ce trait qui est intolérable que votre propre refus de le reconnaître en vous. L'intensité émotionnelle est le premier indicateur. Ce qui nous touche trop, ce qui nous émeut trop, ce qui nous irrite trop, tout cela est suspect. Ce n'est pas l'autre qui est si important, c'est notre ombre qui se réveille. Le second signe est la persistance. Une projection ne se laisse pas dissiper par la raison. Vous pouvez savoir intellectuellement que votre conjoint n'est pas si méchant, que votre collègue n'est pas si incompétent, que votre idole n'est pas si parfaite. L'émotion reste. Elle reste parce qu'elle ne vient pas d'eux. Elle vient de vous. Le troisième signe est la généralisation. Une projection tend à s'étendre. La personne sur qui vous avez projeté votre colère devient, à vos yeux, entièrement mauvaise. Celle sur qui vous avez projeté votre grandeur devient, à vos yeux, entièrement bonne. La complexité de l'être humain disparaît au profit d'une caricature. L'autre n'est plus une personne, il est un écran. La seconde étape est de retourner la projection vers soi. C'est un geste difficile qui demande un courage rare. Il s'agit de cesser de demander « Pourquoi est-il si agaçant ?» et de commencer à demander « Qu'est-ce que son agacement révèle de moi ?» Il s'agit de cesser de dire « Comme elle est merveilleuse » et de dire « Qu'est-ce que sa merveille me dit de ce que je refuse d'être ?» Ce retournement n'est pas une accusation,
ce n'est pas dire « tu es méchant, donc je suis méchant ». C'est dire « ce que je vis si intensément à travers toi est peut-être une part de moi que je n'ai pas encore rencontrée ». Le philosophe et psychanalyste Carl Gustav Jung, qui a le plus travaillé sur ce concept, disait que ce que nous n'aimons pas chez les autres est souvent ce que nous refusons d'aimer en nous. Et ce que nous admirons avec excès chez les autres est souvent ce que nous n'osons pas devenir. Le miroir de l'autre nous renvoie toujours une image de nous-mêmes. Une image déformée, certes, mais une image qui nous concerne. Apprendre à lire cette image, c'est faire un pas décisif vers l'intégration. La troisième étape est le dialogue avec ce qui est ainsi révélé. Une fois que vous avez identifié une projection, vous pouvez descendre dans votre propre cave pour y rencontrer la figure correspondante. Tu m'irrites par ton autoritarisme. Quelle part de moi est autoritaire et que j'ai refoulée? Tu m'impressionnes par ta liberté. Quelle part de moi est libre et que je n'ose pas vivre? Tu me déçois par ta faiblesse. Quelle part de moi est faible et que je méprise? Ces questions ouvrent un dialogue intérieur. Elles vous ramènent à votre propre ombre. Et c'est là, dans cette rencontre avec vous-même, que la projection peut se dissoudre. Car ce que vous avez reconnu en vous, vous n'avez plus besoin de le voir chez l'autre. La colère que vous avez accueillie, vous ne la projetez plus sur votre conjoint. La liberté que vous avez commencé à vivre, vous ne l'idolâtrez plus chez votre ami. La faiblesse que vous avez acceptée, vous ne la méprisez plus chez votre collègue. L'autre devient libre d'être lui-même, et vous devenez libre de le voir tel qu'il est, non plus comme le porteur de vos ombres, mais comme un être humain avec ses propres complexités. Les relations amoureuses sont le terrain de projection le plus intense. C'est dans le couple que nous projetons le plus souvent nos espoirs et nos peurs les plus profonds. Au début de l'amour, nous projetons sur l'autre tout ce que nous avons de meilleur. Il est parfait, il est idéal. Il est celui qui va nous sauver, nous compléter, nous rendre entiers. Cette projection positive est souvent appelée amour, mais elle n'est que le miroir de notre propre grandeur inassumée. Puis, inévitablement, la désillusion vient. L'autre n'est pas parfait, il a des défauts, il ne nous sauve pas, et nous projetons alors sur lui tout ce que nous avons de pire. Il devient l'ennemi, celui qui nous trompe, celui qui nous abandonne, celui qui nous empêche d'être heureux. Cette projection négative est souvent appelée haine, mais elle n'est que le miroir de notre propre colère inassumée, de notre propre peur de l'abandon, de notre propre impuissance. Un couple qui ne travaille pas ses projections est condamné à osciller entre l'idolâtrie et la diabolisation. Un couple qui apprend à reconnaître ses projections peut traverser ces phases et découvrir, de l'autre côté, une relation réelle, où chacun voit l'autre tel qu'il est, ni Dieu ni démon, simplement humain. Les conflits, qu'ils soient conjugaux, familiaux, professionnels ou sociaux, sont des occasions précieuses pour ce travail. Chaque conflit est une projection qui cherche à s'incarner. L'autre est devenu le dépositaire de ce que je refuse en moi. Si je peux, au lieu d'alimenter le conflit, interroger ma propre participation, je peux transformer la guerre en découverte. Qu'est-ce qui, en moi, réagit si fortement à ce qu'il dit? Quelle part de moi se sent menacée, humiliée, niée? Cette interrogation ne nie pas la responsabilité de l'autre. Elle ne dit pas que l'autre n'a rien à voir avec le conflit. Elle dit simplement que ma réaction, son intensité, sa persistance, vient de moi. Et c'est sur moi que j'ai prise. En travaillant sur mes projections, je ne règle pas nécessairement le conflit avec l'autre, mais je cesse d'être son esclave. Je retrouve ma liberté intérieure. Et souvent, paradoxalement, cette liberté intérieure rend possible une résolution du conflit qui était impossible tant que j'étais prisonnier de mes projections. Les relations ne sont donc pas seulement des occasions de bonheur ou de souffrance, elles sont des chemins de connaissance de soi.
Chaque personne que vous rencontrez est un miroir. Chaque irritation, chaque admiration, chaque conflit, chaque fascination est une invitation à descendre dans votre propre cave. Ce que vous détestez chez l'autre, vous le refusez en vous. Ce que vous admirez chez l'autre, vous le rêvez pour vous. Apprendre à lire ces messages, c'est transformer chaque relation en une étape de votre intégration. C'est faire de l'autre non plus un adversaire ou un idéal, mais un guide qui, sans le savoir, vous montre le chemin vers les parts de vous-même que vous avez abandonnées. La sagesse ancienne disait que le monde est un miroir. Elle ne disait pas cela pour nous inviter à l'indifférence, mais pour nous inviter à la lucidité. Ce que vous voyez dans le monde, c'est vous. Ce que vous critiquez, c'est vous. Ce que vous aimez, c'est vous. Le monde n'est que le grand écran de vos projections, et apprendre à lire cet écran, c'est apprendre à lire votre propre âme. L'intégration ultime, c'est quand vous n'avez plus besoin de projeter, quand vous avez suffisamment accueilli votre colère pour ne plus avoir à la voir chez les autres, quand vous avez suffisamment vécu votre liberté pour ne plus avoir à l'idolâtrer chez personne, quand vous avez suffisamment accepté votre vulnérabilité pour ne plus avoir à la mépriser chez quiconque, alors vous pouvez rencontrer les autres, vraiment, non plus comme des écrans, mais comme des personnes. Non plus comme des miroirs de votre ombre, mais comme des êtres uniques, avec leur propre lumière et leur propre obscurité. Cette rencontre est rare, elle est précieuse. Elle est peut-être ce que nous appelons l'amour véritable. Non pas l'amour qui projette, mais l'amour qui voit. Non pas l'amour qui a besoin de l'autre pour se sentir exister, mais l'amour qui, ayant retrouvé son intégrité, peut accueillir l'autre dans la sienne. C'est à cette rencontre que nous mène le travail de l'ombre. C'est vers elle que nous cheminons, à travers nos conflits, nos admirations, nos répulsions, nos fascinations. Chaque relation est une étape, chaque miroir est une bénédiction, car chaque miroir nous renvoie, non pas ce que nous voulons voir, mais ce que nous avons besoin de voir pour devenir enfin nous-mêmes. L'éclairage. Il vient un moment où le travail de l'ombre cesse d'être un combat pour devenir une conversation. Un moment où les figures qui vous hantaient, vous terrifiaient, vous fascinaient, cessent d'être des spectres pour devenir des guides. Ce moment n'arrive pas soudainement, comme un éclair dans la nuit. Il s'installe progressivement, comme l'aube qui, sans qu'on sache quand exactement, a remplacé les ténèbres. Un jour, vous vous apercevez que ce qui vous faisait si peur est devenu une source de force, que ce que vous fuyiez avec tant d'énergie est devenu une direction, que ce que vous combattiez avec tant d'acharnement est devenu un allié. L'ombre intégrée n'est plus un fardeau que vous portez, elle est une sagesse qui vous porte. Elle n'est plus cette masse obscure qui vous tire vers le bas, elle est cette profondeur qui vous ancre et vous ouvre à des dimensions de vous-même que vous n'auriez jamais soupçonnées. Ce chapitre est une méditation sur cette métamorphose, sur ce moment où l'ombre cesse d'être ce que vous craignez pour devenir ce que vous êtes. Lorsque l'ombre est intégrée, elle devient d'abord un regard plus lucide. Vous avez passé des années à voir le monde à travers le filtre de vos projections. Vous voyez chez les autres ce que vous refusiez en vous. Vous interprétiez les situations à travers le prisme de vos peurs et de vos désirs inavoués. Maintenant, les projections se sont dissipées. Vous voyez les autres tels qu'ils sont, non plus comme des écrans pour vos ombres. Vous voyez les situations avec une clarté nouvelle, non plus déformée par les émotions que vous ne vouliez pas ressentir. Cette lucidité n'est pas cynique. Elle n'est pas ce regard froid qui juge et condamne. Elle est un regard qui voit simplement, qui voit la complexité des êtres sans avoir besoin de les réduire à des figures de bien ou de mal, qui voit les enjeux des situations sans être aveuglé par ses propres peurs. Cette lucidité est un cadeau de l'ombre.
car c'est dans les profondeurs que l'on apprend à voir. C'est dans l'obscurité que l'on apprend à distinguer les nuances. L'ombre intégrée devient votre œil le plus perçant, celui qui ne se laisse pas tromper par les apparences. L'ombre intégrée devient ensuite une force plus authentique. Vous avez passé des années à vous affaiblir en combattant vos propres énergies. Chaque fois que vous refouliez votre colère, vous perdiez une part de votre puissance d'affirmation. Chaque fois que vous étouffiez votre désir, vous perdiez une part de votre joie de vivre. Chaque fois que vous reniez votre ambition, vous perdiez une part de votre capacité à réaliser. Maintenant, ces énergies vous sont rendues. La colère ne vous submerge plus, elle vous donne la force de poser vos limites. Le désir ne vous dévore plus, il vous donne la force d'aimer la vie. L'ambition ne vous écrase plus, elle vous donne la force d'accomplir ce qui est à accomplir. Cette force n'est pas agressive, elle est juste. Elle n'écrase pas les autres, elle vous tient debout. Elle ne vous rend pas dur, elle vous rend vrai. L'ombre intégrée devient votre colonne vertébrale, ce qui vous permet de tenir sans vous casser, de ployer sans rompre, de vous relever après chaque chute. L'ombre intégrée devient aussi une créativité renouvelée. Les énergies que vous aviez enfouies sont les énergies les plus vives de votre être. La colère est une énergie de vie. La sensualité est une énergie de vie. L'ambition est une énergie de vie. La tristesse elle-même est une énergie de vie, celle qui vous relie à ce qui est profond, à ce qui compte vraiment. Lorsque ces énergies sont libérées, elles ne se contentent pas de vous rendre plus fort, elles vous rendent plus créatif. Elles nourrissent votre art si vous êtes artiste. Elles nourrissent votre relation si vous êtes en couple. Elles nourrissent votre travail, quelle que soit votre activité. Car créer, c'est laisser circuler la vie à travers vous. Et quand les barrières tombent, quand les énergies enfouies remontent, la vie circule plus librement. Les idées viennent, les intuitions se précisent, les inspirations se matérialisent. L'ombre intégrée devient votre muse, votre source, votre souffle créateur. L'ombre intégrée devient une profondeur spirituelle. Nous parlons souvent de spiritualité comme d'une ascension vers la lumière, mais la véritable spiritualité est aussi une descente. C'est un voyage dans les profondeurs, une rencontre avec ce qui gît au fond de l'être. Les grandes traditions spirituelles l'ont toujours su. Le Christ est descendu aux enfers avant de ressusciter. Bouddha a rencontré Mara, le démon de la tentation et de la peur, avant d'atteindre l'éveil. Les mystiques parlent de la nuit obscure de l'âme, ce passage par le désert où toute lumière semble éteinte. Ce n'est pas un hasard. La véritable lumière ne vient pas d'avoir évité l'obscurité, mais de l'avoir traversée. L'ombre intégrée devient votre sagesse. Elle vous apprend que la lumière et les ténèbres ne sont pas opposées, mais complémentaires. Elle vous apprend que la force et la vulnérabilité ne s'excluent pas, mais se soutiennent. Elle vous apprend que la vie et la mort ne sont pas ennemis, mais partenaires. Cette sagesse n'est pas un savoir livresque, elle est une expérience vécue, une transformation intérieure, une nouvelle manière d'être au monde. L'ombre intégrée devient une liberté. La liberté dont nous parlons souvent est une liberté de mouvement extérieur, pouvoir aller où l'on veut, faire ce que l'on veut. Mais la liberté véritable est intérieure. C'est la liberté de ne plus être prisonnier de ses propres réactions, de ne plus être esclave de ses peurs, de ses colères, de ses désirs inavoués. Lorsque l'ombre est intégrée, vous n'êtes plus ce pantin tiré par des fils que vous ne voyez pas. Vous êtes celui qui peut choisir. Choisir d'exprimer votre colère ou de la retenir, selon ce que la situation demande. Choisir d'ouvrir votre cœur ou de le protéger, selon ce qui est juste. Choisir d'avancer ou de reculer, selon ce que la sagesse dicte. Cette liberté est précieuse. Elle est la récompense du long travail d'intégration.
Elle est ce qui rend la vie non plus une subie, mais une vécue. L'ombre intégrée devient enfin une totalité. Le mot « individu » vient du latin « individuum », qui signifie « indivisible ». Nous sommes des individus, c'est-à-dire des êtres que l'on ne peut diviser. Pourtant, nous passons notre vie à nous diviser, à séparer le bon du mauvais, le fort du faible, le lumineux de l'obscur. Nous nous coupons en deux et nous appelons ombre tout ce que nous avons coupé. L'intégration est un retour à l'indivisibilité. Elle est le rassemblement de ce qui avait été dispersé. Elle est la réconciliation de ce qui avait été opposé. L'être intégré n'est pas un être sans contradiction. C'est un être qui a appris à habiter ses contradictions. Il n'est pas un être sans ombre. C'est un être qui porte son ombre comme une partie de lui-même, ni honteuse, ni glorieuse, simplement sienne. Il n'est pas un être sans faiblesse. C'est un être qui connaît ses faiblesses et qui, loin de les cacher, les intègre dans sa force. Cette totalité est peut-être ce que nous cherchons tous, sans toujours le savoir. Non pas la perfection qui est une illusion, mais la complétude qui est une réalité. Non pas être sans défaut, mais être sans division. Non pas être saint, mais être entier. Quand l'ombre devient guide, la vie change de couleur. Les relations ne sont plus des champs de bataille où se jouent des projections inconscientes. Elles deviennent des rencontres où deux êtres, chacun dans sa totalité, peuvent se reconnaître. Les conflits ne sont plus des catastrophes à éviter. Ils deviennent des occasions d'apprendre, de grandir, de s'ajuster. Les émotions ne sont plus des ennemis à maîtriser. Elles deviennent des messagers à écouter. Les échecs ne sont plus des verdicts définitifs. Ils deviennent des leçons. La mort elle-même, cette ombre ultime que nous fuyons toute notre vie, cesse d'être une menace pour devenir une compagne. Car l'ombre intégrée sait que la vie et la mort ne sont pas deux, mais une. Que chaque naissance porte en elle une mort, que chaque mort ouvre à une nouvelle naissance. Cette sagesse n'est pas triste, elle est libératrice. Elle nous permet de vivre pleinement, sans nous accrocher, sans craindre, sans fuir. L'ombre intégrée devient alors ce que les alchimistes appelaient la lapis philosophorum, la pierre philosophale. Non pas une pierre qui transforme le plomb en or, mais une conscience qui transforme les expériences les plus sombres en sagesse. Chaque descente dans la cave, chaque rencontre avec une figure redoutée, chaque intégration d'une énergie refoulée est une étape vers cette pierre. Et quand la pierre est là, quand l'ombre est devenue guide, vous n'avez plus besoin de chercher ailleurs. Vous êtes devenu ce que vous cherchiez. Vous portez en vous la lumière et l'obscurité, la force et la vulnérabilité, la joie et la tristesse. Et de cette totalité, vous pouvez enfin vivre. Vivre pleinement, sans retenue, sans masque, sans stratégie. Vivre simplement, comme un arbre qui pousse, comme une rivière qui coule, comme un être qui, ayant cessé de se fuir, peut enfin se rencontrer. C'est à cette rencontre que ce livre vous a conduit. Des premières pages où nous avons appris à reconnaître la naissance de l'ombre, à la dernière où l'ombre devient guide, il y a tout un chemin. Un chemin que vous seul pouvez parcourir. Un chemin que vous parcourez peut-être depuis toujours, sans le savoir. Ce livre n'est qu'une lampe dans la nuit. La lampe n'éclaire pas le chemin, elle éclaire le pas suivant. Et quand le pas est fait, elle éclaire le suivant. Ainsi, pas à pas, vous avancez. Non vers une destination lointaine, mais vers vous-même. Vers cette totalité que vous n'avez jamais cessé d'être, mais que vous n'aviez jamais osé devenir. L'ombre, autrefois redoutée, est devenue guide, et le guide vous ramène à la maison. La maison, c'est vous, entier, enfin. Tu as fini de lire ce livre, mais le livre, lui, ne te quitte pas. Il s'est glissé entre les pages de ton existence. Il attend, dans les replis de tes jours,
que tu aies le courage d'ouvrir à nouveau la porte de ta cave intérieure. N'aie pas peur. Ce qui t'attend dans l'obscurité, c'est toi-même. C'est toi tout entier. C'est la part de toi qui n'a jamais eu le droit de vivre et qui, peut-être, en cet instant, commence à espérer. Le dialogue avec l'ombre n'est pas un travail que l'on achève, c'est une relation que l'on installe, une intimité que l'on cultive, un art que l'on pratique jusqu'au dernier souffle. Car l'ombre n'est pas un résidu à évacuer, mais une dimension à habiter. Elle est votre profondeur. Sans elle, vous êtes une étendue d'eau sans fond. Vous brillez, mais vous n'êtes qu'une pellicule. Avec elle, vous devenez océan. Ce livre ancien que nous avons ouvert ensemble n'est pas un manuel de plus, c'est un miroir. Regardez-y vos propres yeux, non pas ceux que vous montrez au monde, mais ceux qui vous regardent depuis l'autre côté de vos nuits. Ils ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous reconnaître. Le chemin que vous avez parcouru en lisant ces pages n'était pas un voyage vers un savoir extérieur, c'était une descente vers vous-même. Vous avez rencontré des figures, entendu des voix, traversé des territoires que vous aviez longtemps évités. Vous avez peut-être pleuré, peut-être tremblé, peut-être espéré. Tout cela était juste, tout cela était nécessaire. Car l'ombre ne se laisse pas apprivoiser par la raison. Elle se laisse approcher par le cœur, par le corps, par le souffle. Ce que vous avez vécu dans l'intimité de votre lecture est votre propre initiation. Elle ne vous ressemblera à aucune autre. Elle est unique, comme vous êtes unique. N'attendez pas de conclusion définitive, de point final, de certitude absolue. L'ombre n'est pas une question qui reçoit une réponse. Elle est un mystère que l'on apprend à habiter. Vous n'avez pas à devenir parfait, vous avez à devenir entier. Vous n'avez pas à chasser vos ténèbres, vous avez à les éclairer de l'intérieur. Va, maintenant. Descends. Et quand tu remonteras, que ce soit avec les mains pleines des trésors de ta propre nuit,